Bienvenue dans le podcast En toute vulnérabilité. Mon intention ici est de créer un véritable cercle de partage sonore, où la vulnérabilité est à l'honneur et où chaque émotion est célébrée. Dans chaque épisode, moi ou mon invité, on va te livrer des moments de vie qui illustrent ce propos et les leçons que nous en avons tirées. Aucun sujet ne sera tabou ici. On va parler spiritualité sans bullshit, partager nos leçons de vie et ce que j'ai appris des belles personnes que j'ai pu accompagner, et aussi de la maternité. Je suis ton hôtesse, Nina Cagnac, praticienne en développement perso qui aide les autres à retrouver leur pouvoir. Mon but, que dans chacun de ces épisodes, tu y trouves au moins une pépite, une information qui t'aide à avancer dans ta vie. Alors installe-toi, ouvre ton cœur et c'est parti pour l'épisode du jour. On a tellement à découvrir ensemble. Salut ma chère Séverine, je suis trop contente de t'accueillir sur le podcast En toute vulnérabilité aujourd'hui. Ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, je vais te laisser te présenter dans un instant. Mais sachez que Séverine est une collègue d'hypnose à moi que j'ai rencontrée pendant les formations en hypnose. On est resté en contact depuis et il n'y a pas très longtemps, je suis tombée sur ton Instagram et tu parlais justement de ton expérience avec les champignons. Et comme parallèlement dans ma vie, c'est aussi quelque chose qui est en train d'arriver, mais bon, pas encore vraiment autant exploré que toi. Je me suis dit qu'on allait parler de ça parce que voilà, c'est un sujet fascinant. Il y a une passion pour les champignons de manière générale qui commence. Donc on va pouvoir discuter sur tout, comment tu l'as découvert, ce qui s'est passé, etc. Mais je pense qu'on va parler pas que des champignons, probablement aussi des plantes médecine de manière générale, parce que j'en ai testé, tu en as testé, on va pouvoir échanger là-dessus. Alors, ma chère Séverine, si tu veux bien te présenter. Bonjour Nina, merci beaucoup de m'avoir invitée sur ce podcast. Eh bien, je m'appelle Séverine Barbier, je suis praticienne en hypnose transpersonnelle. Effectivement, tout comme toi, je crois qu'on a débuté avec l'hypnose de Dolores Cannon. Et puis, j'ai fait mon petit bout de chemin plutôt effectivement chez moi dans la thérapie, psychologie et état élargi de conscience d'une manière très très large. Effectivement, on peut le voir avec les médecines psychédéliques. D'une manière générale, je me définirais comme quelqu'un qui propose de la thérapie transpersonnelle en utilisant différents outils, dont l'hypnose effectivement, mais ça peut être même juste des fois la parole en fait, et ça amène certains protocoles amènent aussi en état élargi de conscience. Génial, merci. Alors, est-ce que tu veux bien me raconter un peu comment les plantes médecine sont arrivées sur ton chemin, à quel moment de ta vie, qu'est-ce qui t'a appelé, qu'est-ce qui fait que tu t'es lancée là-dedans? Alors très tardivement, elles sont venues sur ce chemin parce que pour le coup, moi, à part quelques joints plus jeunes, j'avais rien touché. J'avais fait une expérience de MDMA quand j'avais 20 ans, 20-25 ans, toute seule dans mon appartement, enfin avec le petit copain de l'époque, mais honnêtement, rien de foufou. J'étais plutôt pas du tout un profil de teufeuse ou je ne sais quoi. Enfin vraiment plutôt un profil très très sage, de petite fille sage. Et puis, je dirais maintenant, il y a, oh là là, ça remonte, au moins 7 ans, peut-être même plus, mais au moins 7 ans, je me suis vraiment sentie appelée par ces médecines. Mais alors, à l'époque, je n'y connaissais rien, je m'étais absolument pas renseignée. Et ça n'a pas, et j'ai pas poursuivi justement cet élan que je ressentais en moi parce que mon ex-mari de l'époque était contre. Mais vraiment, pour lui, c'était impensable de prendre des médecines psychédéliques quelles qu'elles soient parce que c'était pas bon pour les corps subtils. Alors effectivement, on pourra en reparler. Il y a des petites précautions à prendre, ça c'est évident. Mais voilà, il y avait tellement un no-go que finalement, c'est l'hypnose que j'ai explorée. Et puis, je regrette pas parce que ça m'a permis vraiment de faire mon petit bout de chemin en hypnose transpersonnelle. Et ça, c'est vraiment chouette. Cependant, quand j'ai divorcé il y a 5 ans, il y a 2 ans, pardon, 5 ans plus tard, du coup, après cet élan, ce premier élan, j'ai vraiment senti de nouveau l'appel en moi. Et puis là, pour le coup, j'avais rien ni personne pour me décourager ou pour me faire peur ou pour me dire que c'était de la drogue ou je ne sais quoi, si ce n'est moi et mon juge intérieur, qui au début était très fort à ce niveau-là, il faut le reconnaître. Mais voilà, il y avait vraiment plus rien. Et j'en ai parlé à une amie qui elle-même avait pratiqué beaucoup avec la MDMA.
qui même en était pas revenue parce qu'elle considère que c'est les plus belles expériences de sa vie, mais ça lui a fait beaucoup travailler sur l'ombre ensuite, d'une manière générale, parce qu'elle attirait beaucoup les entités à elle, et finalement, elle s'est rendue compte que c'est parce que ça faisait partie de son chemin, de sa mission, en fait, que de pouvoir ne pas être effrayée de l'ombre et de pouvoir gérer cette ombre chez ses consultants. Mais de fait, ce qu'elle avait vécu, je me suis dit, elle m'a dit, je te conseille de lire, t'es quelqu'un de consciencieuse, donc renseigne-toi et tout. Puis je me suis dit, oui, elle a raison, avant de me lancer dans l'expérience, je vais lire. Et j'ai commencé à dévorer toute la littérature qui existait sur le sujet, il y avait beaucoup moins. Parce que du coup, c'était il y a plus de 2 ans maintenant. Il y avait beaucoup moins de littérature, en tout cas en France. Je parle en français, qu'il n'y en a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai renouveau des psychédéliques. Mais il y avait quand même déjà quelques trucs assez intéressants. Et j'ai fait ma toute première expérience, du coup, avec la MDMA, accompagnée. Et j'insiste sur le fait que c'est important, et surtout au début, quand on n'a pas l'habitude d'être réellement accompagné, parce que les médecines vont pouvoir travailler, bien sûr, sur l'exploration de la conscience, enfin, nous faire explorer la conscience, mais ça peut aussi nous faire travailler très durement en thérapie. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux être accompagné, et de préférence accompagné d'un thérapeute. Voilà, pas seulement d'un trip-sitter, parce que c'était un peu ce que j'avais. Heureusement pour moi, j'avais quand même déjà pas mal travaillé sur mes traumas. Mais voilà, c'était pas quelqu'un dans la thérapie. Bon, c'était la première expérience, s'est très très bien passée. Cependant, heureusement que voilà, il n'y a pas eu des grandes révélations traumatiques ce jour-là, quoi. Et voilà, et ça a débuté comme ça, d'abord avec la MDMA, et puis en fait, c'est devenu, j'ai envie de dire, une passion, euh, tout simplement parce que chaque fois, ça m'amenait plus loin en thérapie, chaque fois, ça m'amenait plus loin dans l'exploration de la conscience. Et puis surtout, c'est que, un peu comme, j'ai envie de dire, quelqu'un qui connaît les bons vins, il sait très bien qu'un bon Bordeaux et un bon Bourgogne, ce n'est absolument pas la même chose. Et bien finalement, chaque médecine a aussi sa personnalité, son esprit et son goût, je dirais, non pas d'une manière gustative, mais c'est vraiment sa signature. Voilà, je dirais ça. Ouais, je dirais même qu'elle t'emmène voir différentes choses Complètement. enfin, pour avoir pris de l'ayahuasca, je sais que par exemple l'ayahuasca, ça va t'emmener voir ton côté obscur et tes peurs, ce dont tu as plus peur en général. Ce qui est intéressant puisque c'est une racine qui en soi est sous terre, etc. Et je sens que aussi, peu importe, enfin, si tu regardes les plantes qui sont au-dessus du sol ou en dessous du sol, en général, ils t'amènent pas du tout au même endroit. Complètement. Totalement. Et, et ouais, je suis d'accord avec toi que selon ce qu'on teste, voilà, c'est vraiment une expérience différente. Et tu as vraiment raison de le préciser. Je pense que la personne avec qui on le fait est d'autant plus importante. Moi, je sais que j'étais partie faire de l'ayahuasca au Portugal, mais voilà, avec un chaman qu'on m'avait recommandé, qu'une bonne amie m'avait recommandé. Je savais que ça allait bien se passer, etc. Et c'est vraiment, vraiment important. Parce qu'il y a eu forcément aussi des abus de ce côté-là qui ont terni quelque part la réputation de tout ça, mais en même temps, c'est comme partout, quoi. Il faut toujours faire attention à là où on va, etc. On en entend beaucoup parler aujourd'hui de ces abus sexuels, hommes-femmes confondus, hein, parce que les gens pensent que quand on est, moi j'appelle ça des cérémonies, parce que du coup, comme je le disais, je le prends jamais en mode festif, hein, je le prends toujours en mode cérémoniel et accompagné. Alors sauf que maintenant, je peux me permettre d'être accompagnée par mon conjoint, et du coup on s'auto accompagne, mais je l'ai jamais fait toute seule. Euh, je pense que c'est essentiel de jamais le faire tout seul, parce qu'il peut y avoir, et même après, il faut rester humble sur ça, parce que même après des dizaines, voire des centaines d'expériences, on peut encore avoir des révélations traumatiques qui d'un seul coup nous sautent à la tête. Alors moi, je remarque que quand même mon côté de thérapeute, justement, m'aide énormément à driver mes séances. C'est comme si je sentais qu'au niveau de mon âme, c'est pas la première fois concrètement que je travaille avec les médecines, et que l'aspect justement de guérison, que cette énergie de guérison que je porte, je le fais du coup sur moi aussi, beaucoup d'autothérapie pendant les cérémonies, donc ça m'aide énormément. Mais cependant, ça peut d'un seul coup nous péter au visage, et d'un seul coup, moi, je me suis vue pleurer toutes les larmes de mon corps pour quelque chose qui était mis en lumière, mais aussi parce que on n'est pas du tout
en perte de conscience quand on fait ces médecines-là. On est complètement conscient. Cependant, on est dans un vrai état de vulnérabilité. On est hautement, étant donné qu'on est en transe profonde, on est hautement suggestif. Et de fait d'être dans un état hautement suggestif, il suffit qu'on ait un thérapeute qui n'en soit pas un en réalité et qui fasse plus de mal que de bien. Il pourrait dire, mais écoute, si ton problème c'est la sexualité, peut-être qu'il faudrait qu'on couche ensemble ou que je te touche ci, ça, etc. Et c'est comme ça que les abus arrivent. Donc choisir avec soin ses accompagnants, c'est essentiel. Aussi bien de savoir d'où provient les médecines, leur qualité, etc. Donc il y a vraiment cette notion de de set and setting qui est essentielle, qui est vraiment de avec qui, où, comment, quelles sont les conditions, quelle est la qualité de la médecine, qui est mon accompagnateur. Est-ce que, moi je dis toujours, un bon accompagnateur, c'est quelqu'un qui doit être thérapeute dans le transpersonnel plus particulièrement, qui doit avoir à minimum beaucoup d'expérience lui-même dans cette, comment ça s'appelle, dans cette catégorie-là, j'ai envie de dire, donc les états élargis de conscience avec les médecines, mais également au moins avoir vécu une dissolution de l'ego, ce qu'on appelle l'éveil, le samadhi, l'illumination, pour qu'ils puissent comprendre là où potentiellement peut l'emmener ces consultants, parce qu'ils peuvent nous emmener, les consultants nous emmènent très loin en fait. Je vais juste en profiter pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est transpersonnel. Est-ce que tu veux bien expliquer? Oui, bien sûr, et merci. C'est vrai que c'est tellement mon métier au quotidien que je réalise pas que ça peut être un mot un peu obscur. Eh bien, c'est tout simplement tout ce qui va être au-delà du petit moi, c'est-à-dire Séverine, aujourd'hui, là, maintenant, devant toi, tu vois. Eh bien, c'est le petit moi, vraiment. Et transpersonnel, c'est tout ce qui est au-delà. C'est-à-dire que ça peut très bien me ramener dans ma biographie, c'est-à-dire... je crois qu'on a été coupé, voilà, c'est ça. Donc, ça peut très bien me ramener dans ma biographie. Ah, je crois qu'on est... Moi, je t'entends, mais si tu veux bien recommencer toute ton explication du transpersonnel, je pense que Oui, c'est... bien sûr. Donc transpersonnel, et bien tout simplement, c'est tout ce qui est au-delà de moi, du petit moi, à savoir Séverine là aujourd'hui à 42 ans. Et ça peut commencer tout simplement par mon histoire biographique, c'est-à-dire la petite Séverine par exemple de 4 ans, mais ça peut être également du transgénérationnel, c'est-à-dire l'histoire de ma maman quand elle était peut-être elle-même enfant, mais également de mes grands-parents, voire de ma lignée familiale. Ça peut aller l'histoire de mon âme, donc peut-être d'autres vies. Ça peut être également des consciences collectives. Durant les cérémonies, ça m'est déjà arrivé de sentir que je libérais des consciences collectives. Et puis, ça va être aussi, moi j'appelle ça le grand tout, le grand un que nous sommes, cet état d'unité que l'on peut reconnecter et où on va se sentir qu'il n'y a pas de réelle séparation en réalité entre tous les êtres, mais je dirais même entre les êtres et la matière, parce qu'en réalité, tout est conscience. Donc voilà, donc transpersonnel, c'est vraiment dès l'instant que je vais quitter mon petit moi. Ça peut être même Séverine dans le futur en réalité, puisqu'il n'y a que l'instant qui se déploie. Les lignes de temps, passé, présent, futur, sont déjà là et le futur reste des probabilités pour moi. Mais en tout cas, voilà, des fois, ça arrive qu'on puisse capter également l'être que j'ai à devenir ou que je dois devenir et qui a quelque chose à exprimer qui doit être entendu pour que la personne se sente mieux aussi. Donc c'est important d'avoir toutes ces notions-là dans le transpersonnel, parce que sinon, c'est clair que si votre accompagnateur ne connaît pas tout ça, il va jamais comprendre ce que vous pouvez vivre. Les peurs inhérentes également au corps physique, parce qu'il peut y avoir des réactions physiques très fortes, ça peut vibrer, ça peut trembler, on peut sentir des décharges énergétiques, on peut avoir chaud, on peut avoir froid d'un seul coup. Il se passe tout plein de choses également dans le corps physique. Donc je crois qu'il faut vraiment, c'est pas quelque chose qu'on peut dire tiens j'ai envie d'accompagner quelqu'un, c'est la mode en ce moment, et non, c'est pour le coup il faut vraiment avoir certaines compétences, connaissances, ne serait-ce que la qualité, la quantité également des médecines, les interactions entre les médecines et puis les interactions entre d'autres drogues, les non-interactions surtout à ne pas avoir entre anxiolytiques, antidépresseurs, alcool. Voilà, il y a des petites choses quand même qui me semblent pas si petites que ça à savoir. Ouais, et puis parfois les diètes aussi qui ont besoin d'être fait avant, les détox qui peuvent avoir besoin d'être faits avant. Tout à fait.
Tout à fait. Moi, j'ai fait l'iboga. Effectivement, il y avait une diète d'un mois avant. Je crois que je suis rentrée d'Afrique. Je faisais 42 kilos, quelque chose comme ça, parce que justement, j'étais en diète. À la fin, on mange vraiment plus rien. Et puis de toute façon, avec l'iboga, on n'a plus faim, plus sommeil. Enfin voilà. Donc oui, effectivement, tout ça, c'est là pour le coup, c'est pareil. Quelles sont les médecines, et c'est un débat intéressant, quelles sont les médecines qui puissent être prises ici, sur nos terres, j'ai envie de dire, et puis quelles sont celles où il s'est conseillé effectivement d'essayer d'aller sans que ça tombe non plus dans du tourisme, du tourisme spirituel, d'aller conserver les traditions en fait. C'est intéressant aussi. Bah, c'est ça aussi que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en fait, chaque continent, chaque pays a sa propre médecine, Complètement. souvent qui a été oubliée. Mais pour le coup, les champignons, on en trouve en Europe, on a nos propres champignons hallucinogènes qui ont leurs propres propriétés. On n'est pas obligé d'aller très loin pour ça, quoi. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est nous, clairement, en Europe, on a un manque à gagner qui est terrible parce que malheureusement, l'Inquisition a fait énormément de mal en chassant nos sorcières, nos druides, qui avaient la connaissance justement de toutes ces plantes psychédéliques, psychotropes, qui aidaient à avoir des visions, à des compréhensions de qui l'on était réellement et du fonctionnement de l'univers. Et c'est vrai qu'à part les champignons, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses ont été perdues. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et je voulais aborder aussi avec toi le fait que, bah, toi et moi, on a fait beaucoup d'hypnose, on a fait beaucoup de séances d'hypnose, on a appris à se connaître par l'hypnose. Mais pour moi, il y a une réelle différence entre la médecine et l'hypnose, parce que dans l'hypnose, tu es encore en contrôle de ce qui se passe, tu es plus ou moins encore en contrôle de ce que tu vas voir. Même si tu choisis pas où tu vas, tu peux choisir de pas rester, de voir que certaines choses, alors que les plantes médecine, tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu un décapsuleur, tu vois, on vient d'ouvrir des trucs que t'as pas forcément envie, que t'as pas forcément choisi, et on peut forcément, bah, parfois ouvrir la boîte de Pandore avec un pied de biche, tu vois. Enfin, pour moi, c'est un peu ça, tu vois. La médecine, ça va venir, t'as pas le choix, quoi. Ça ouvre des dossiers que t'avais pas, même pas forcément conscience qui existaient. Et je trouve que quelque part, c'est beaucoup moins doux que l'hypnose, mais que en même temps, tu peux aller voir des choses beaucoup plus loin et d'autres choses que tu pourrais pas voir en hypnose. Donc, je sais pas ce que toi t'en penses, mais comment tu comparerais les deux? Euh, En fait, oui et non. Je vais expliquer pourquoi oui, pourquoi non. Déjà parce qu'en hypnose, ça m'est déjà arrivé et c'était très drôle. Certaines personnes extrêmement sensibles à l'hypnose vont vraiment très loin et ça m'est déjà arrivé par 2 fois d'avoir des personnes qui sous hypnose me disaient waouh, je sens que je suis. La personne était en Amazonie et venait de prendre de l'ayahuasca dans son hypnose et donc elle ressentait tous les effets des psychédéliques comme si elle était sous psychédélique alors qu'elle était en hypnose. Donc ça m'avait vraiment impressionnée. Waouh! Et ouais, c'était incroyable enfin, c'est là où on voit que l'énergie attire l'énergie aussi, parce que ça m'avait vraiment fait rire. Et puis une autre, enfin même plusieurs autres qui peuvent atteindre des états d'unité, réellement cette conscience cosmique, hein, de ce grand un, de ce grand tout, grâce à l'hypnose. Et ça, depuis que j'ai tendance à faire des expériences du soi aussi, grâce aux médecines, ben, ça m'est arrivé très régulièrement dans mes hypnoses. Donc du coup, je sens quand même mais il faut que la personne, voilà, soit très 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 suggestible et sensible à l'hypnose. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, là où je te rejoins, c'est que l'hypnose, à tout moment, la personne, elle pourrait rouvrir les yeux, se lever. Bon, elle sentirait qu'elle est un peu dans le gaz, hein, mais stop. Voilà. Donc ça, c'est clair et net que vu qu'il n'y a pas de substance, ça c'est évident. Cependant, les médecines, alors on ne pourra pas arrêter, ça c'est clair et net. Enfin, il y a des techniques, hein, on prend de la vitamine C, ça arrête le trip. Enfin voilà, il y a certains antidépresseurs qui vont aussi arrêter le trip, etc. Donc bien sûr que ce serait quand même possible de faire en sorte d'arrêter. Cependant, ce serait quand même moins évident. Mais moi, je vois pas ça. Alors oui, c'est vrai aussi, et là je te rejoins complètement, c'est beaucoup plus profond. On va souvent 2 à 10 fois plus en profondeur avec les médecines qu'avec l'hypnose. Moi, j'ai tendance à dire souvent une séance avec une médecine, c'est 1 an de psychothérapie gagnée quasiment, quoi. Donc ça, c'est vraiment assez flagrant. Euh, Maintenant, par expérience, mais comme je l'ai dit, j'ai vite senti quand j'ai commencé à consommer les médecines que je connaissais, que mon âme connaissait les médecines et qu'elle savait travailler avec. Donc, du coup,
je moderne, mais je module un peu, voilà ce que je vais dire. Mais cependant, j'ai remarqué que, encore une fois, l'énergie va là où on se concentre. Et donc, si je rencontrais quelque chose de difficile, ou quelque chose qui a tendance à me faire peur, c'est très facile pour moi juste de me dire non, là, j'ai pas envie d'aller par là. Et en fait, je reconcentre mon esprit, ma pensée sur autre chose, en fait. Les gens ont tendance à être très passifs pendant les médecines, juste à laisser, parce qu'ils connaissent pas ce qui est normal au début du coup, et juste à laisser émerger. Et du coup, s'il y a quelque chose d'un peu sombre qui émerge, ils vont avoir tendance à le vivre pleinement et de plein fouet. Or, c'est pas nécessaire. Moi, des fois, j'ai vu l'ombre, véritablement, je voyais vraiment des entités, des choses comme ça, et je disais, ok, je vous ai vu, mais ça m'intéresse pas en fait. Et je reconcentrais mon énergie ailleurs. Parce que de toute façon, l'ombre et la lumière est partout, à tout moment en fait. Donc c'est vraiment là où je veux concentrer mon énergie. Maintenant, oui, bien sûr, mais ça m'est déjà arrivé aussi en hypnose. Des fois, il y a des traumas qui émergent et qui n'étaient pas prévus. Bon, bah ça m'est arrivé dans forcément ma vie de psychopraticienne. Ça arrive quand même assez régulièrement. Mais c'est pour moi pas un mal dans le sens où si ça émerge à notre conscience, c'est qu'on est prêt, c'est qu'il était temps. Et même si c'est douloureux, même si vraiment ça, on va passer un sale quart d'heure et surtout après le temps d'intégration risque de pas être simple, c'est que on était prêt. Et quand c'est bien accompagné justement, quand c'est pas seulement un trip-sitter, mais c'est vraiment un thérapeute qui est là, eh bien en réalité ça peut être non pas un bad trip, mais un moment difficile à passer, mais qui, bien accompagné en thérapie, peut être extrêmement salvateur, véritablement pour la personne, parce qu'au fond d'elle, elle sentait qu'il y avait quelque chose. Et là, d'un seul coup, ça y est, quoi. Le bouton, il est percé. On a vu le truc et du coup, on va pouvoir travailler en thérapie dessus. On va pouvoir intégrer ce qui s'est passé. Alors que tant que c'est là, que ça démange, mais on ne sait pas où ça gratte, c'est horrible en fait, parce que c'est toute notre vie où on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on sent qu'il y a un problème et puis bah il n'y a pas plus d'infos que ça, quoi. Donc c'est pour ça que je dis toujours, pour moi, un bad trip, c'est de mauvaises conditions dans lesquelles on a pris les médecines. C'est un accompagnateur qui est toxique, c'est le mauvais endroit, c'est surchauffé, c'est bruyant, la qualité de la médecine n'est pas fou. On a fait des mélanges avec l'alcool ou d'autres médecines, mais dans des quantités astronomiques ou je ne sais quoi. Enfin voilà, c'est vraiment ça un bad trip. Alors que connecter des mémoires difficiles, connecter quelque chose qui est pas simple, bien accompagné, généralement, au contraire, ça peut être vraiment quelque chose qui va augmenter le niveau de conscience de la personne et surtout qui, bien accompagné en thérapie, peut être vraiment, vraiment très apaisant pour elle. Ouais, et quand tu me dis ça, tu vois, ça me fait penser à, comme tu disais, il y a plus de littérature maintenant sur le sujet. Avec mon chéri, je sais qu'on a regardé sur Netflix tous les documentaires qu'il pouvait y avoir sur les champignons, et il y en a au moins 3 ou 4 dessus. Et il y en avait un où justement, tu avais une étude avec un gars qui était dépressif depuis des années, qui prend des champignons, et tout d'un coup, sa femme, elle dit, mais je retrouve mon mari, il est de nouveau lui, etc. Alors que ce qu'il a vu était horrible en séance. Enfin bon, bref, il a reconnecté un vieux trauma. Et tu vois que comme c'est une étude et que, bon, voilà, comme c'est interdit parce que c'est classifié comme une drogue dure dans la plupart des pays, une fois qu'il a vécu ça, qu'il a retrouvé lui, au bout d'un moment, les effets s'estompent et il revient à l'état dépressif dans lequel il était. Alors que bon, il faudrait qu'il continue d'en prendre pour que ça se stabilise, on est bien d'accord. Mais j'ai trouvé ça très beau de voir que... comme tu dis, quand on va voir, moi j'appelle ça la boue qu'on a à l'intérieur de nous, tu vois, qu'on remue un peu la boue et qu'on va voir ce qui se cache en dessous, on peut avoir des choses absolument lumineuses qui ressortent et renaître quelque part. Ouais, mais je trouve aussi que la qualité, enfin je sais pas si c'est pas le bon mot la qualité, mais le voyage qu'on va vivre dépend aussi de notre capacité à lâcher prise. Complètement. Complètement. Je vais revenir sur ça, mais là où tu as raison, c'est que c'est complètement acceptable dans notre société de se prendre pendant 20 ans des antidépresseurs ou des anti-anxiolytiques, alors qu'ils sont hyper mauvais pour le foie et pour les addictions et pour tout plein de choses. Et on dit oui, mais ça devrait être une baguette magique et une cérémonie fait que ça devrait être terminé. Non, en fait. Effectivement, il en faut plusieurs. Enfin, moi, il m'a fallu au moins une dizaine avant d'atteindre des états ne serait-ce que d'unité. Et c'est à la 9e que je suis sortie de ma dépression parce que j'étais en dépression aussi et une dépression depuis des années que je cachais sur de la suractivité
réalité. Et en fait, quand j'en suis sortie, c'était peut-être au bout de la 9e cérémonie. Donc non, c'est pas une baguette magique. Et je sens que même si depuis, j'ai quasiment plus besoin de faire des médecines, de temps en temps, si, en fait, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que les médecines vont justement modifier, vont déjà éteindre le réseau neuronal par défaut que l'on a et qui qui fait qu'on s'identifie à notre petit moi. Et c'est le fait de mettre off ce réseau neuronal par défaut, le fait de le mettre off qui fait que ça va permettre d'autres connexions avec d'autres neurones qui habituellement ne communiquent pas entre eux. Et c'est ça qui va permettre justement de pouvoir tracer d'autres chemins de pensée et de pouvoir voir la vie différemment. Donc c'est hyper important parce que ces chemins, au début, c'est des tout petits chemins en pleine brousse, j'ai envie de dire. Si on veut que ces chemins deviennent des autoroutes, il faut quand même continuer un petit peu ce genre de thérapie afin d'avoir l'habitude d'emprunter ce nouveau mode de pensée et ne pas revenir au suivant, en fait. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et pardon, j'ai oublié, tu disais du coup, on parlait de ça et je t'ai dit, je vais y revenir, c'est essentiel. Alors attends, parce que du coup j'étais en train de t'écouter et j'ai zappé aussi. Qu'est-ce que je disais? Alors attends. On parlait de cet homme qui est revenu. Ah oui, je parlais du lâcher prise. Ah oui, voilà, le lâcher prise. Et ça, oui, bien sûr. Moi qui suis je suis quelqu'un de très analytique et très contrôlante. Je travaille beaucoup sur ça, justement, ces dernières années, grâce aux médecines. Mais au début, c'était terrible. D'ailleurs, les cordonniers toujours les plus mal chaussés, l'hypnose, franchement, j'y résistais de fou parce que justement, trop mental, en fait. Et en réalité, les premières cérémonies, je me souviens, je résistais. Je partais pas vraiment, en fait. Et je partais pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui cherchait à contrôler. Et je me souviens d'une fois où on était sous LSD avec mon conjoint et il me regarde, et il me voyait. Moi, j'étais au bout de 2 heures, j'étais en mode bon, je m'ennuie, je vais faire à manger, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et lui, il me regardait en me disant, mais comment tu peux arriver à surmonter la dose qu'on a pris? Il comprenait pas. Lui, il était stone, il en pouvait plus. La seule chose qu'il avait envie, c'était de s'allonger. Moi, j'étais complètement là, en fait, parce qu'il y avait vraiment cette notion, effectivement, de lâcher prise. Et c'est au fur et à mesure, quand j'ai compris que les médecines, et ça va me faire rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure et tout, oui, bien sûr que ça peut aller en profondeur, mais pour moi, la vie, c'est de la douceur. La vie, c'est de l'amour. C'est vraiment, la vie est amour en réalité, et tout ce qui est sur notre chemin est pour notre bien. On le dirait pas comme ça, mais vraiment, tout ce qui est sur le chemin, c'est que de l'amour justement pour nous, notre âme, pour qu'on revienne à qui l'on est vraiment. Et du coup, ce que j'avais remarqué au fur et à mesure du temps et des médecines, c'est qu'en réalité, elles m'enseignaient toujours avec amour. C'était toujours avec amour. Tout ce qui était connecté, c'était par amour pour moi, en fait. C'était la vie qui s'aime elle-même, en fait. C'est vraiment la conscience qui est amour, en fait. Donc, elle ne peut pas être autre chose que amour pour elle-même. Et de fait, quand ça, d'un seul coup, on le réalise pleinement, qu'on vraiment on l'expérimente, cet état d'amour, il y a quelque chose qui lâche prise parce qu'on sent que c'est terrible, mais c'est fou comme on résiste à l'amour au quotidien. On ne fait que ça. En réalité, notre ego, nos douleurs, ce sont que des résistances à l'amour. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je dis qu'en général, le chaos arrive dans notre vie quand on est paisible et que tout va bien et qu'on n'avance plus, en fait, et que en fait, ça C'est vient ça. pour nous faire avancer. Et je pense aussi, et ça, pour le coup, c'est vraiment ma théorie, mais pour avoir fait des stages de sortir du corps et échanger beaucoup avec voilà, des gens qui ont fait différents voyages de différentes manières, moi, je suis persuadée, comme tu dis, que l'ombre, ou on peut appeler ça les entités, ou les démons qu'on peut croiser dans ces voyages-là, en fait, c'est juste nos peurs, en fait, parce qu'on a la capacité, dans ces moments-là, de instantanément manifester nos peurs. Complètement. Et moi, je me souviens que quand j'avais pris de l'ayahuasca, il y a eu un moment donné où j'ai vu un truc pas très cool, et même si on part et qu'on est très loin, moi, j'avais encore la capacité de me dire, je suis en train de faire un trip, je peux pas l'arrêter, mais je peux juste... En fait, je me souviens que je me répétais en boucle I surrender. Alors, c'était en anglais, mais c'est j'abandonne, tu vois. Genre, ok, je lâche toutes mes résistances, je lâche. Et plus je faisais ça, et plus je sentais en fait que le bad trip aussi, enfin, bad trip comme on me disait, Oui, ce sale quart d'heure. ouais, c'est ça, le quart d'heure que j'étais en train de passer était vraiment en train de se dissoudre, quoi, pour laisser place, comme tu dis, à des choses beaucoup plus belles.
Au début, les premières séances, je me souviens, à chaque début de séance, j'étais en mode oh, OK, qu'est-ce que je vais boire? Qu'est-ce que c'est? J'étais vraiment sur les dents, je sentais, j'étais en mode OK, je suis prête à voir des trucs, etc. Et en réalité, à un moment, j'ai carrément entendu tu n'es pas si mauvaise que tu le crois. Tu n'es pas aussi mauvaise que tu le crois. Et en fait, d'un seul coup, j'ai compris que très probablement, je verrai jamais, j'ai jamais passé un sale quart d'heure en réalité. J'ai eu des petites frayeurs et tout, mais vraiment, j'ai senti parce que justement, très vite, il y a eu cette réalisation que ce n'était que de l'amour et que il est vrai aussi que j'avais beaucoup travaillé sur moi. Puisque étant dans l'hypnose transpersonnelle, ça faisait déjà près de 15 ans que je travaillais sur moi. Donc, bon, déjà, j'avais quand même élagué mes plus gros dossiers, mes plus gros traumas. Donc, je pense que ça a beaucoup aidé aussi, soyons clairs. Mais de toute façon, ce que je constate quand même en échangeant avec autrui qui font aussi des cérémonies, c'est toujours que souvent la première partie, elle peut ne pas être très cool. Il peut y avoir un aspect où ça travaille un peu dans le dur, mais très souvent dans la seconde partie, c'est beaucoup plus doux. Quand la personne, justement, lâche ses peurs, va travailler en profondeur, etc., je remarque que très souvent, la seconde partie est toujours beaucoup plus lumineuse, toujours beaucoup plus douce. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est intéressant aussi parce que là, on parle d'aller voir les gros traumas avec les plantes. Et moi, je me souviens que, alors là, ça remonte à quelques années. Je suivais un Américain et il parlait en fait je crois qu'il interviewait un gars qui avait écrit un livre en fait justement où il parle de la MDMA. Est-ce qu'il parlait du LSD? Je me souviens plus. Mais comment ces médecines chimiques entre guillemets maintenant sont utilisées aussi en thérapie pour Mm. aller voir des choses que tu peux pas aller voir autrement, en fait. Et qui racontait que, par exemple, bon, la MDMA, c'est vraiment une ouverture du cœur et tu ressens cet amour, mais que ça permettait à des gens qui avaient été victimes de viols ou de choses comme ça, de pouvoir ne serait-ce que parler, en fait, de ce qui s'est passé, de manière assez fluide, assez facile, alors que c'était juste impossible pour eux d'en parler avant, quoi. C'est ça. C'est vraiment. Il faut savoir que quand même les médecines, et en l'occurrence la MDMA et le LSD, étaient très utilisés dans les années 1950 par les psychiatres et ils les ont utilisés pendant 20 ans avec énormément de succès. Et malheureusement, quand la vague hippie a pris le contrôle justement des médecines, a propagé ça d'une manière extrême, ça a fait peur tout simplement à Nixon. Et puis c'est surtout que forcément, faites l'amour, pas la guerre. Quand on était en pleine guerre du Vietnam et qui trouvait plus personne à enrôler, ça l'a pas fait rire en fait. Et c'est pour ça qu'il s'est dit bon ok, on va faire un gros coup d'action anti-drogue et on va appeler ça des drogues en fait, ce qui n'en est pas. Clairement, une drogue c'est addictif et là ce n'est pas addictif. Donc ce n'en est pas une. Et pour moi, une drogue dégrade l'environnement personnel. Et interpersonnel, d'accord, de son utilisateur. Or là, c'est tout l'inverse qui se produit. Au contraire, ça renforce le lien de communauté, ça renforce le lien à la nature. La personne se sent beaucoup mieux et beaucoup mieux dans ses pompes. Donc, pour moi, c'est tout, mais absolument tout sauf de la drogue. Seulement, c'est dommage parce qu'on redécouvre seulement comme si ça venait d'exister ces études-là, alors que pendant 20 ans, les psychiatres américains, mais également en France, faut savoir que je crois qu'à Sainte-Anne, ils avaient fait également, c'était même des pionniers à l'époque, ils utilisaient justement les médecines pour pouvoir soigner des personnes en psychiatrie, en l'occurrence aussi tout ce qui est les personnes schizophrènes, etc., avec énormément de succès. Et il est vrai que c'est exactement ce que tu as dit. Quand on prend de la MDMA, il y a une telle ouverture du cœur que c'est extrêmement bon pour les personnes qui ont vécu des traumatismes ou qui ont des stress post-traumatiques parce qu'elles peuvent enfin évoquer tous ces sujets-là en douceur, en fait, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de douceur. Et en plus qu'évoquer les sujets, parce que c'est pas du tout nécessaire de se remémorer, mais en tout cas d'évoquer ce qu'elles ont ressenti, évoquer ce qu'elles ressentent encore, parce que la difficulté des personnes polytraumatisées ou même tout simplement traumatisées, c'est que leur corps physique est encore en train de vivre le trauma. Elles se sont arrêtées et elles ont été clivées. Il y a une grosse partie d'elles qui est complètement bloquée aujourd'hui dans le traumatisme. Et c'est formidable de pouvoir parler à leur corps, de pouvoir parler à l'être qu'elles étaient à l'époque pour réactualiser les données, pour leur faire réaliser que c'est terminé, pour les mettre en sécurité. Et ça, c'est génial. Donc les champignons, pour moi, c'est formidable pour la dépression. Et c'est vrai que la MDMA, c'est formidable
pour tout ce qui va être le traumatisme et stress post-traumatique. J'allais justement te demander si tu avais une médecine préférée. Oh là là, j'en ai plusieurs. Toutes. Non, il y en a une que j'aime beaucoup moins, mais parce que je la trouve infecte à prendre et je crois que je ne pourrai plus jamais la prendre, même si ça a été un voyage extraordinaire. C'est l'iboga. C'est tellement, c'est du bois, tout simplement. Il faut manger du bois et manger du bois amer parce que c'est une racine elle est extrêmement amère. Je l'ai pris sec, je l'ai pris fraîche. Il faut la prendre. La cérémonie est très longue, c'est sur 15 jours et il y a 3 prises, une prise de sec, puis 3 prises de sec, puis ensuite le troisième fois, on prend du bois frais à saturation, on le mange à saturation. Ça a été une expérience absolument terrible et j'ai vraiment compris le sens du mot rite initiatique parce que tout autour, il y a vraiment le rite initiatique gabonais autour de l'iboga. Donc ouais, là ça a été vraiment difficile, vraiment une expérience difficile en soi. Par contre, après le voyage était extraordinaire parce que j'ai connecté à l'énergie de Marie, j'étais dans les plans supérieurs. Enfin vraiment c'était chouette. Même s'il y a une partie du voyage où là pour le coup je suis tombée un peu dans l'inconscience, je pense. En tout cas j'étais dans un entre-deux. Clairement je me suis sentie dans un entre-deux. J'ai compris longtemps après pourquoi, parce que pour le coup, il y avait quand même eu des sorts qui avaient été jetés par des Gabonais qui ne supportaient pas qu'une femme française blanche vienne prendre leur rituel et tout. Donc, d'une certaine façon, l'iboga m'a protégée aussi sur ça. Et bref, j'ai une vidéo sur YouTube, sur ma chaîne Thérapie Psychédélique, qui parle de ça pour ceux qui sont intéressés, parce que du coup, voilà, il y a quelqu'un qui est devenu fou pendant 3 mois, quelqu'un qui est mort. Enfin, c'est l'iboga. Faut savoir que c'est quand même une médecine où on peut en mourir. Voilà, Wow. faut le savoir. On peut mourir de cette médecine et il faut le savoir. C'est rare, mais ça arrive. Et c'est arrivé pendant ma cérémonie. J'aime beaucoup, d'une manière générale, j'ai envie de dire, au quotidien, mais pas du tout que je fais des cérémonies au quotidien parce que c'est beaucoup trop long pour ça et voilà. Mais d'une manière facile, j'aime beaucoup les champignons parce que je trouve que ça amène une véritable profondeur et beaucoup de douceur, beaucoup d'amour dans l'esprit du champignon et j'adore. Je dirais que si j'avais pas autant d'effets secondaires, j'aime beaucoup la MDMA aussi. Malheureusement, j'ai tendance au bruxisme et du coup, j'aime pas prendre de la MDMA à cause de ça et aussi parce que je me méfierais toujours un peu des médecines chimiques. Je dis toujours les médecines chimiques 1 fois tous les 3 mois maximum. Voilà, vraiment maximum. Alors que les champis, on peut faire ça 1 fois par mois, 1 fois tous les 15 jours, c'est pas un problème en réalité. Mais mes chouchous, ça restera la DMT. J'ai beaucoup aimé la NNDMT. Donc, c'est à base de mimosa. Le trip est très court, mais c'est un voyage visuel extraordinaire. Et j'ai beaucoup aimé la 5e ODMT. Mais là, par contre, c'est très peu connu et tant mieux parce que il faut être très expérimenté pour faire de la 5e ODMT. C'est les plus gros voyages qu'on puisse faire. Je pense que je pense qu'il peut pas en avoir de plus gros que la 5e. C'est vraiment direction tout de suite conscience infinie, mais ça peut révéler également. Moi, j'ai perdu conscience une grosse partie du voyage. Je me rappelle que la seconde et on m'a filmé. Et j'ai vu que pendant la première partie, on n'a aucune, pour le coup, conscience de son corps et le corps en lui-même. On m'aurait pas filmé, je l'aurais pas cru, mais clairement, j'ai senti que j'étais en train de libérer des tas et des tas de mémoires, de meurtres, je me suis vue tenir des couteaux, je me suis vue accoucher, je me suis vue physiquement, hein, je voyais mon corps se Wow. mettre en position et tout. Ça a été très, très impressionnant. Et ensuite, la deuxième partie du voyage a été beaucoup plus doux et c'est celle dont je me rappelle où là, effectivement, j'étais purement dans la conscience infinie et c'est que de l'amour. Mais ce que j'ai préféré finalement dans la 5e ODMT, c'est pendant 5 jours, j'ai pas dormi. Ensuite, on dort pas. En tout cas, moi, je n'ai pas dormi, mais ça arrive très fréquemment apparemment. Et j'étais en extase toutes les nuits. C'est-à-dire que toutes les nuits, je vivais des moments d'extase avec la vie. J'étais dans l'amour inconditionnel. Ça me venait me prendre par vagues, littéralement, et ça a été incroyable. Donc, les champignons et la DMT d'une manière générale restent mes chouchous. Ouais, et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans les champignons. Pour le coup, j'ai parlé des champignons, mais
comme, encore une fois, parce que je trouve qu'il faut regarder la plante et ça te donne un peu une idée de où tu vas aller, comme c'est vraiment une plante qui connecte à tout, qui a un réseau incroyable et tout, je trouve que quand tu prends les champignons, tu connectes justement à ce plus grand réseau et beaucoup aux autres. Et moi, je sais que, ouais, enfin, pour le coup, c'était mon chéri quand il l'a pris, mais il a vraiment reçu le message des champignons que, enfin bon, déjà, il a reconnecté l'impression de retrouver un vieil ami, mais que, en fait, nous, en tant qu'humains, on a l'impression d'utiliser les champignons pour notre voyage et notre bien, mais qu'en fait, c'est aussi dans le sens inverse, en fait, et que les champignons nous utilisent aussi pour voir à travers nos yeux d'humains, pour voilà, se connecter à ce que c'est que d'être un humain. Et je serais vraiment curieuse de voir ouais, quel genre de eux ils peuvent en retirer et ce qu'ils ramènent aussi aux champignons, parce que je me dis, mais ça doit forcément aller dans les deux sens, en fait, quand tu prends des plantes médicinales. Je pense que c'est une vraie collaboration. J'avais lu quelque part des choses très intéressantes, déjà dans le sens où le champignon ne serait pas terrestre initialement, c'est quelque chose qui serait vraiment, qui aurait voyagé type justement dans une météorite ou je ne sais quoi. Enfin vraiment, déjà c'était très intéressant de voir que c'était pas forcément terrestre, contrairement à ce qu'on pouvait croire, même si finalement ça s'est bien implanté. Que c'était peut-être aussi la source du langage où potentiellement des primates auraient mangé des champignons hallucinogènes et c'est ce qui leur aurait permis justement ces connexions neuronales qui auraient permis ensuite le langage et tout. Il y a beaucoup de théories autour de ce champignon magique qui sont très intéressantes et certaines valent vraiment la peine, je pense, de se pencher dessus et d'être étudiées. Il est clair et net qu'il y a une collaboration parce que je me souviens d'une fois, moi, j'ai vraiment une affinité avec le champignon dans le sens où déjà c'est vraiment grâce aux champignons que je suis sortie d'une dépression qui me prenait la jambe depuis quand même des années, si ce n'est toute ma vie. Et deuxièmement, un mois après que cette cérémonie m'est sortie de la dépression, un mois après, c'est encore les champignons qui m'ont connecté à l'état d'unité. C'est vraiment la toute première fois où j'ai connecté aux états d'unité, c'est vraiment à notre état, à ce que nous sommes vraiment, c'est le champignon. Donc autant dire que c'est pour moi, je lui suis, j'ai une gratitude infinie pour ce champignon. Et ça m'est déjà arrivé au cours d'une cérémonie où je sentais que je redescendais doucement et mon accompagnateur, je voyais comme si je le voyais pas, mais je ressentais l'esprit du champignon autour de mon accompagnateur, qui était vraiment un très bon thérapeute là pour le coup. Et d'un seul coup, il me dit, est-ce que tu veux reprendre et tout. Bon, franchement, c'est pas très bon à manger. Et c'est vrai qu'avec le temps, moi, j'ai fait un peu un ancrage, donc j'ai un peu de mal à manger du champignon. Et, euh, et du coup, ce qui est drôle, parce que dans la vie, j'adore ça pourtant. Et non, mais c'est vrai, j'adore les champignons en plus. Mais là, vraiment, ceux-là, ils ont un goût spécifique. Et au bout d'un moment, les champignons secs comme ça, là, j'en peux plus. Et du coup, je lui dis non, non, attends, je sens que je capte l'esprit, je vais juste me connecter à l'esprit en fait. Et au lieu de reprendre un booster, j'ai juste posé l'intention de reconnecter à l'esprit du champignon et ça a fonctionné. Et j'ai senti que j'ai pu encore continuer pendant des heures à travailler avec mon accompagnateur en thérapie, alors que je sentais qu'officiellement j'aurais dû reprendre un booster, mais là c'était pas nécessaire parce que du coup j'étais connectée à l'esprit du champignon. Et d'ailleurs il m'a dit ensuite quand je suis revenue, il m'a dit c'est fou, je vois que tu sais travailler avec l'esprit. Et je lui dis oui depuis le début, comme si c'était très facile pour moi quoi. Ouais, 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 ouais. Est-ce que, est-ce que tu viens pas parler un peu plus de cet état d'unité? Parce que je pense que c'est ce que tout le monde veut atteindre et que ça paraît très mystérieux pour certains. Comme tu dis, c'est probablement pas le truc que tu vas atteindre la première cérémonie, ni la deuxième, potentiellement la Ça arrive hein, troisième. cependant. Ouais, j'imagine. Parce qu'il y a encore une fois, il y a jamais de règles, mais ouais, si tu veux bien parler de cet état, parce que je crois que c'est ce que beaucoup de gens recherchent finalement aussi avec les médecines. Bah, alors bizarrement, moi je le recherchais pas parce que j'avais pas conscience. C'est vrai que c'est fou aujourd'hui quand j'y repense. Je l'ai jamais recherché dans le sens où moi la seule chose que je voulais c'était, tu vois, le côté analyse quoi. Le côté, je voulais comprendre la structure de la réalité. C'était mon intention à chaque fois. Je veux comprendre la structure de la réalité. Je veux comprendre la structure de la réalité. Tu vois, c'était vraiment juste la seule chose que je réclamais. L'unité, ça me parlait pas. Je veux dire, j'écrit. C'est marrant d'ailleurs quand je réécris parce que après cet état d'unité, j'ai relu le guide de formation que j'ai écrit pour l'hypnose transpersonnelle pour être sûre de ne pas avoir écrit de conneries du coup. Et en fait, ce qui est très très drôle, c'est que j'écrivais déjà
sur toute la notion de tout est interconnecté, nous sommes un, nous sommes tout, etc. Sauf qu'il y a une réelle différence entre le savoir d'une manière intellectuelle et le vivre. Et en fait, l'état d'unité, c'est ça, c'est tout simplement l'expérimenter. C'est que d'un seul coup, c'est plus, on a l'intuition qu'on est un et on a l'intuition qu'on est connecté. On est cette connexion, on est ce grand un, on est tout en fait. Je suis toi, je suis cet ordinateur, je suis même cette connexion Internet, je suis vraiment absolument toute chose. Tu es toute chose puisque nous sommes la même essence. Et c'est vraiment le vivre. Je me souviens que quand je l'ai vécu la toute première fois, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de mots à ce moment-là. C'est un état d'être en fait, et même de non-être. C'est vraiment, voilà, c'est un état de non-être. C'est un état, et si on peut essayer de mettre un mot, et quand j'en suis sortie, la seule chose d'ailleurs que j'ai pu dire sur le moment, c'est je suis. C'est vraiment, je savais pas comment dire, c'est je suis. Il y avait vraiment que ce grand je suis qui est sorti spontanément. Et dès que j'ai prononcé ces mots, j'ai su que j'y étais déjà plus du coup. Oui et non, dans le sens où je savais que j'étais plus dans cet autant état de conscience, mais en même temps, simultanément, je savais qu'en fait, c'était la fin de la quête pour moi, parce que j'ai réalisé que j'appelle plus ça un éveil aujourd'hui, j'appelle ça un réveil, parce qu'en réalité, l'état d'éveil est constant. C'est-à-dire qu'en réalité, nous sommes tous éveillés. Nous sommes tous déjà éveillés. Ce que nous sommes est déjà par essence, par nature, puisque toute chose, même l'air, la pensée est cette chose-là, en fait. Donc, chaque être, mais chaque objet, l'air, la moindre pensée, la moindre émotion, c'est aussi cela. Donc, en fait, il suffit juste d'être dans l'instant et d'avoir conscience réellement de ces mots-là. C'est-à-dire que là, on est déjà éveillé, puisque tout ça, c'est cela. Et en fait, du coup, ce moment-là, j'ai réalisé que ce que nous étions, c'était depuis toujours, en toujours, pour toujours, en tout temps, en tout lieu, sans début, sans fin, sans haut, sans bas, qu'il n'y avait que l'instant présent, que je pouvais déposer tous mes bagages du passé, que je n'avais aucune culpabilité à avoir, que c'était parfait comme ça, qu'il n'y avait aucune pression à me mettre sur le futur, parce qu'en fait, c'était déjà aussi déjà là d'une certaine façon, et que tout était juste, tout était parfait, et du coup qu'il y avait juste à être à l'instant présent en fait. Ça a apaisé ma vie du jour au lendemain. Ça a vraiment, c'était fini en fait. C'était vraiment fini. Alors il y a une expérience entre le vivre et ce que j'appelle l'expérience du soi, et ensuite le réaliser, et c'est-à-dire c'est l'intégrer au quotidien et ne pas se réoublier dans l'histoire du moi, dans le petit personnage qui a des peurs, qui a des doutes, etc. Et ça, d'une certaine façon, ça m'arrive encore de m'oublier. Sauf que cérémonie après cérémonie, j'ai constaté que déjà, dès l'instant que ça s'était connecté, en réalité, chaque cérémonie maintenant, je pars tout de suite dans les états d'unité. C'est même plus une question. Je sais que donne-moi suffisamment de doses, parce que évidemment, tout est une question de dosage aussi. Mais si la dose est suffisante, ça va partir tout de suite dans ces états d'unité, et de reconnecter à cet amour inconditionnel que nous sommes, de reconnecter à cette perfection qui est, au quotidien, j'ai senti que ça le ramenait, et que du coup, il y a de moins en moins de peur, et quand il y en a, elles sont vues très vite, elles sont libérées très vite, et du coup, il y a plus un état de paix assez linéaire, constant qui s'installe. Donc, et ça, c'est ce que j'appelle la réalisation, et c'est pas l'objectif, puisque comme je l'ai déjà dit, c'est déjà là. Mais d'avoir conscience de ça, c'est la conscience d'observer les pensées, j'ai envie de dire, d'observer les émotions, et de se rendre compte que nous ne sommes pas ces émotions. Ou alors, si, nous sommes ces émotions, ces pensées, mais ce n'est pas Séverine qui est ces émotions et ces pensées, puisque Séverine n'existe pas en tant que telle, en fait. Ouais, ouais. Ouais, comme tu dis, moi aussi, j'ai vu des gens sortir de leur nuit noire de l'âme, sortir de leur dépression grâce aux plantes médecines. Mais est-ce que je peux te demander concrètement ce que ça a changé dans ta vie? Parce que je pense que les gens veulent savoir aussi. Est-ce que tu as perdu des amis? Est-ce que tu es devenue plus créative? Qu'est-ce que tu dirais que une fois que tu as intégré tout ça, que ça revient, qu'est-ce que ça a changé ou qu'est-ce que ça a pu changer dans ta vie? La dépression, ça déjà, j'en suis sortie pour de bon. Même si je sens qu'il peut y avoir encore des downs, ça ne sera jamais autant que ce que j'ai pu vivre avant. Ce que j'évoquais, c'est aujourd'hui, quand il y a une peur, un doute, elle est vue en conscience, et tout de suite, du coup, s'il y a encore identification à l'instant, très rapidement, je peux me désidentifier en fait. Je peux constater que c'est ok, il y a cette pensée-là, ok, il y a cette peur-là.
Ok, reviens à l'instant présent. Reviens véritablement. T'as un toit, t'as mangé, tout va bien en fait. Ok. Tu sais que la vie est amour. Tu sais qu'elle veut que ton mieux. Parce que quand on vit encore et encore la perfection de la vie, mais qu'on la vit véritablement dans ces états, hein, on se réalise à quel point c'est parfait et qu'il n'y a absolument rien à changer et qu'on a plus de doute en fait sur le fait que tout ce qui arrive est pour notre bien. Donc du coup, il y a vraiment cette foi et cette paix qui s'installe, qui s'intègre en profondeur, de faire confiance en fait, de se dire ok, là j'ai moins de consultants, je sais pas pourquoi, je sais que c'est juste pour ça. Ah tiens, là il m'arrive telle galère avec ma maison ou ma voiture ou mon chat, mon chien. Ah, ok, je sais que c'est pour une bonne raison, je sais qu'il y a quelque chose à tirer de tout ça, à apprendre de ça. Donc aujourd'hui c'est plutôt quand il y a quelque chose qui arrive, c'est montre-moi l'enseignement. Parce que si je le vis encore d'une manière inconfortable, c'est que je suis encore identifiée à une croyance, à une peur, à une pensée. Montre-moi ce que j'ai à être enseigné parce que je sais que c'est pour mon bien. Donc, montre-moi tout de suite l'enseignement que je vois pas. Mes prières, elles sont de cet ordre-là aujourd'hui. C'est pas change les choses parce que ça changera quand j'aurai compris la leçon en réalité. Donc, autant aller tout de suite à la source. Quel est l'enseignement? Donc ça a beaucoup, beaucoup changé. Oui, c'est vraiment je dirais ça, fondamentalement, c'est la paix et la confiance en la vie qui s'est installé. Le côté de c'est vu, je sens que ça s'intègre. Tu vois, je faisais une pratique de méditation où tu dois faire une liste de personnes et quand tu sens que tu as des tensions auprès d'une personne, au sujet d'une personne, tu le dissous dans cet amour inconditionnel. En fait, tu demandes, c'est pas le petit Séverine qui dissout quoi que ce soit. On pose l'intention que ces tensions-là soient dissoutes si c'est possible. Et si c'est pas possible, d'aller voir les croyances, les pensées derrière qui fait que ça bloque encore. J'ai réalisé que j'en avais pas, que j'ai pas de personnes que je n'aime pas. Les seules qui restaient, il y en avait une. Elle a été vue pendant une cérémonie. C'était, je me souviens vraiment, une ancienne belle-mère qui m'avait dit, j'ai perdu un petit garçon et qui m'a dit que c'était de ma faute en fait. Et je l'ai haï pour avoir prononcé cette phrase qui m'a tellement fait mal. Donc du coup, c'était quelque chose qui s'était vraiment incrusté très fort en moi. Je me disais, mais elle a eu des enfants qui étaient en plus malades. Comment une maman qui a eu elle-même des enfants malades peut dire ça à une femme qui, elle le sait, va perdre son enfant de maladie. Donc c'était quelque chose, vraiment, je l'ai véritablement haï. Et c'était peut-être le seul point noir qui était vraiment resté. Et je me souviens qu'au cours d'une cérémonie, tandis que justement je suis dans un processus pour redevenir maman aujourd'hui, elle est réapparue au cours de cette cérémonie et ils m'ont montré littéralement à quel point ça avait été douloureux pour elle, cet épisode, puisque du coup c'était la grand-mère de mon fils, et comment cet épisode a été douloureux pour elle, parce que justement, il y avait une culpabilité énorme d'avoir l'impression que c'était sa lignée qui donnait encore une fois la maladie, même au sein, chez son fils, d'avoir l'impression de pas de contrôle sur tout ça. Enfin, vraiment, je me souviens plus les tenants et les aboutissants. La seule chose que je me rappelle, c'est qu'à l'instant, la colère, elle est tombée, en fait. La haine est tombée et ça a libéré littéralement mon cœur. Donc, c'est vraiment ça. En fait, je sens que les médecines, cérémonie après cérémonie, me font intégrer, du coup, toutes les expériences de soi que je peux vivre, elles s'intègrent au fur et à mesure dans mon quotidien pour toujours plus de paix. Ouais, ouais. Je suis d'accord avec toi, à partir du moment où on rentre dans la compassion, en général, tout se dissout, quoi. Complètement. Tout se dissout. Et ça va même au-delà de la compassion, parce que tu vois, quand tu me dis ça tout de suite, je sais que ça ramène au niveau de l'âme. Et c'est génial déjà. Enfin, je veux dire, d'arriver à déjà être au niveau de l'âme, qui sait combien la vie est difficile et qui se choisit des épreuves et qui sait que les autres âmes et tout, déjà, c'est énorme en fait. Mais ça va même au-delà parce que en réalité, vu qu'on est qu'un, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime, parce qu'en fait, on se crée des histoires et on se crée nos propres problèmes. Je suis aussi bien celle qui a dit ça que celle qui a reçu ça. Donc du coup, ça tient plus en fait, ça va bien au-delà parce qu'il y a vraiment cette notion de, mais en fait, tout ce qui est vécu l'est vécu par une seule et même conscience. Donc,
elle vit aussi bien les joies que les peines. Elle se fait subir à elle-même finalement tout ce qui est vécu. Donc tu vois, il y a même plus une notion de compassion. C'est une notion. C'est là où on voit que ça devient une notion d'expérience et forcément une expérience par amour. Parce qu'à chaque fois on me dit oui, mais pourquoi alors? Si c'est un et pourquoi? Mais tout simplement. Et je prends très souvent cet exemple. C'est comment savoir qu'on adore le beau temps et le beau ciel bleu s'il ne pleut jamais. Moi, si je vous dis, ça fait quoi d'avoir 3 bras? Vous allez me regarder et me dire, bah, j'en sais rien, j'en ai jamais eu que 2. Et exactement, tu ne sais pas ce que ça fait d'avoir 3 bras parce qu'en fait, tu n'en as jamais eu que 2. Eh ben, on, on, on est, ce non-être est amour d'une manière théorique, mais comment l'expérimenter, cet amour que nous sommes, si d'une certaine façon il pleut pas de temps en temps dans nos vies, quoi. Et le fait qu'il pleuve, ben, le jour où on reconnecte notre véritable nature, je vous promets, c'est orgasmique, c'est-à-dire que, et ça n'a rien à voir avec la sexualité, il y a un tel orgasme à reconnecter ce que nous sommes véritablement, à reconnecter l'amour que nous sommes et la perfection de la vie qui nous y ramène en fait et qui ne peut que nous y ramener parce que c'est ça qui est fou, c'est qu'il n'y a pas d'échec possible, on y revient, toutes les âmes y reviennent toujours en fait. Ouais, je suis tellement d'accord avec toi. Ça me fait penser que quand j'étais plus jeune, j'ai atteint cet état d'unicité sans rien prendre. 2 fois, par 2 fois. C'était court, mais c'est arrivé par 2 fois. Et j'avais vraiment le sentiment, tu sais, comme certains matins, tu te lèves et tu te trouves moche, puis il y a certains matins, tu te lèves et tu te trouves belle. Bah, tu vois, c'était un peu ce genre de truc où c'est le genre de matin où tout est aligné, tu vois, où Oui. tous tes corps sont alignés, où tu te trouves parfaitement belle, où tout est droit, quoi. Je sais pas comment dire. Et c'est ça. Mais c'est là où tu sens que tu vibres tout simplement avec ton état naturel qui est un amour inconditionnel au-delà de toute apparence, au-delà de toute forme en fait, parce que ça reste que le monde illusoire des formes qui sont, la vie c'est vraiment le monde des formes qui est complètement mouvant alors que ce que nous sommes va bien au-delà du monde de la matière. Ouais. Et là, on a pas mal parlé du passé, comment ces plantes médecines peuvent nous aider à surmonter notre passé. Mais est-ce que toi, tu as eu aussi des voyages qui t'ont emmené dans le futur ou qui t'ont connecté à ta mission de vie? Ou est-ce que tu as eu des infos par rapport à ton futur qui t'aident aussi aujourd'hui, quoi? Alors oui. Enfin, si tu peux nous en parler, hein, bien évidemment. Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais ça me fait rire parce que en fait, il y a quelque chose qui est très, très important de comprendre. Comme j'ai dit, on n'est pas en perte de conscience non plus pendant les médecines. Donc, ça veut dire qu'à moins qu'on vive la dissolution de l'ego et qu'on soit dans un état d'unité, si on n'est ni dans l'un ni dans l'autre, ça veut dire qu'il y a toujours le filtre de l'ego qui va recevoir les informations. Et en fonction de là où on en est sur son travail personnel, et d'ailleurs c'est un très mauvais terme parce que travail personnel, ça voudrait dire nourrir le petit moi, et c'est bien ce qu'on on devrait parler de travail dépersonnel, du coup. Ça dépend de comment on va recevoir. La toute première fois, je me souviens que ça m'a dit tu verras, tu auras un très grand rôle dans les médecines, tu seras hyper connu, hyper célèbre, tu seras aimé et détesté en même temps parce que c'est de la drogue. Enfin, vraiment, j'avais tout un laïus comme ça que j'ai reçu sous MDMA. Et moi, évidemment, wow, tu vois, là où j'en étais à cette époque, sans justement dissolution d'ego et sans unité, autant dire que ça venait nourrir. Bah, qu'est-ce que j'avais? C'était une grosse blessure de reconnaissance parce que je n'avais pas été reconnue dans mon enfance et donc cette blessure de reconnaissance était béante. Et clairement, je ne sais pas à ce moment-là si c'est le filtre de l'ego qui génère cela ou si c'est des petits malins sur d'autres plans qui s'amusent avec justement ces blessures béantes qu'ils voient en nous. Quoi qu'il en soit, je dis toujours attention, quand on reçoit de l'information, quelle qu'elle soit, qu'elle concerne le passé ou le futur, moi je dis toujours ne prenez pas non plus tout comptant en fait, parce que il peut y avoir les filtres de l'ego, parce qu'il peut y avoir des petits malins sur le subtil qu'on ne voit pas et qui s'abusent de nos blessures que eux, t'inquiète, qu'ils voient très très bien. Du coup, aujourd'hui, moi je dis toujours, quand on reçoit quelque chose, n'oubliez pas, et surtout quand ça concerne le futur, ça reste des probabilités. Ne serait-ce que parce qu'en fait, il n'y a que l'instant présent et que le reste, c'est des lignes de temps. Des lignes de temps qui sont de l'ordre de la probabilité en fonction de ce qui se joue à l'instant présent. Voilà, donc c'est toujours, restons dans la ligne de temps.
Et un autre truc drôle qu'on m'avait donné, c'est la date de ma mort. Sous Iboga, j'ai reçu la date de ma mort. Voilà, on m'a dit, toi, tu es né, tu es là pour l'amour. Alors, si tu es là pour l'amour, tu vas nourrir un 14 février. Et quand j'ai entendu ça, j'ai fait, mais pourquoi? Je vous ai rien demandé. C'est horrible. Donnez-moi l'année parce que sinon je vais stresser tous les 14 février. Donc, qu'est-ce que c'est que ce délire? Moi, je vous ai absolument rien demandé. Et en fait, je crois que c'était genre, j'aurais 104 ans, un truc comme ça. Enfin, c'était vraiment, bon, j'en avais parlé avec une des personnes qui était justement dans mon groupe et il s'avère que lui aussi avait reçu la date de la mort et il s'avère que, comme je l'ai dit, il est mort une semaine après. Je pense pas qu'il avait reçu que c'était une semaine après. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis toujours attention. Voilà, attention. Et c'est pareil, c'est en ça qu'il faut faire attention et de bien choisir son accompagnateur parce que j'ai déjà vu des personnes qui connectaient, par exemple, elles étaient bébés et elles connectaient le fait qu'elles étaient violées à l'état de bébé. Et en réalité, bien sûr que ça pourrait être et qu'il y avait une notion paternelle en fait. Mais en creusant un peu, on se rend compte que c'était pas forcément le papa, son papa qui la violait. Elle portait l'énergie d'un bébé dans ses énergies à elle, donc très certainement une âme défunte ou quelque chose comme ça, en tout cas qui s'était incarnée et qui était mort, défunt et qui s'était liée à ses énergies parce qu'elle avait une vraie énergie maternelle en fait. C'était vraiment une maman dans toute sa splendeur, une très jolie lumière. Et en fait, c'était fou parce qu'elle ressentait ce que ressentait ce bébé. Elle ressentait la notion de c'est papa qui fait ça, c'est ci, c'est ça. Si on plonge tout droit dans le sens littéral du terme, imaginez cette femme, un praticien lui dit bon bah voilà, t'as été violée par ton père, c'est sûr, tu l'as ressenti, etc. Elle peut aller détruire sa vie de famille, alors que quand je l'interrogeais ensuite sur ce qu'elle avait vécu, sur sa relation avec son père, elle savait que ça pouvait pas être son père en fait. C'était mais alors vraiment une évidence en fait. Donc c'est pour ça toujours faire très attention aux informations qu'on reçoit. C'est pas qu'elles sont fausses, c'est que elles peuvent être vues sous différents prismes en fait. C'est vraiment des fois une même histoire est racontée sous plusieurs prismes. J'ai déjà vu un homme qui se voyait grimper une montagne et il vieillissait, il était enfant, il devenait adolescent, il continuait de grimper cette montagne, il devenait adulte et puis il mourait en fait. Et en fait, lui, dans le prisme purement littéral du terme, il avait l'impression d'être en train de mourir en fait. Il se disait mais si j'abandonne pas cet être de moi, en fait, je vais mourir. Enfin déjà, il comprenait pas en fait ce qu'il était en train de vivre. Et en parlant avec lui, parce que je fais pas mal de sessions d'intégration, je propose ça, des sessions d'intégration aux séances psychédéliques pour ceux qui ont fait des séances avec des accompagnateurs qui n'en étaient pas vraiment, où ça s'est mal passé et tout. Il y avait ce prisme-là où je lui ai dit, mais peut-être que tu fais... peut-être que c'est juste une partie de toi à laquelle tu devais dire au revoir, en fait, juste une facette de toi qui devait mourir à toi-même pour pouvoir renaître, en fait. Et quelle est cette partie de toi qui doit mourir? Mais je lui ai dit, regarde maintenant sous l'aspect symbolique, parce que c'est ça qui est important. Il faut le voir sous l'aspect transgénérationnel, sous l'aspect symbolique, sous l'aspect personnel, biographique, etc. Mais sous un aspect symbolique, je lui ai dit, moi, je vois un homme qui grandit, donc qui gagne en âge, mais peut-être aussi du coup en maturité. Et la montagne est quand même un symbole hautement spirituel, d'ascension spirituelle. Et de mourir au sommet de sa montagne, c'est quand même peut-être justement finalement d'abandonner le monde de la forme, parce que au moment où on est en haut de la montagne, n'importe qui justement qui touche ces états d'unité sait en réalité qu'il est immortel, sait que en haut de cette montagne, en fait, ce que nous sommes est complètement immortel. On peut abandonner le monde des formes, ça n'a plus aucune importance en réalité. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Oui, je te demandais ça parce que moi, je sais que quand j'ai pris de l'ayahuasca, c'était une époque où je ne voulais pas d'enfant et on m'a montré que si j'avais un jour un enfant, ce serait une fille, qu'elle s'appellerait Eleanor, qu'elle viendrait du monde des fées. Enfin, tu vois, mais je sais aussi que moi, j'avais besoin d'avoir ça, qui à l'époque me faisait peur, Et oui, pour commencer à changer d'avis sur la question. bien sûr. Donc, je pense qu'effectivement, on peut avoir comme ça des bribes du futur, mais effectivement, comme tu le dis, si c'est en train de te promettre la gloire, en général, c'est que c'est pas bon signe. De toute façon, dès que ça nourrit l'ego, moi je dis toujours attention, alerte. Quand ça nourrit l'ego ou que ça met en cause, que c'est pas bienveillant, que ça nourrit l'ego et tout, alerte. Je dis toujours
qu'est-ce que ça vient chercher en nous là? Qu'est-ce que ça dit de nous d'abord en fait? Avant, parce que l'extérieur n'est que le miroir de ce qu'on est en nous. Donc qu'est-ce que ça vient? Maintenant, oui, bien sûr, ça aussi, et surtout avec l'ayahuasca qui est quand même, on l'appelle la mère. Hein, c'est pas la première fois. J'ai une femme qui avait raconté son histoire qui m'avait beaucoup touchée où c'était la 3e fois qu'elle se faisait avorter. Elle était incapable en fait de garder les enfants qu'elle concevait. Il y avait quelque chose en elle qui vraiment et elle retombe enceinte et en fait comme elle avait l'habitude des voyages au Pérou, elle est repartie au Pérou prendre de l'ayahuasca alors qu'elle était enceinte en disant il faut que tu m'aides là, il faut que tu m'aides à devenir mère parce que clairement je peux pas. Et en fait c'est formidable parce qu'elle a vécu un voyage incroyable et qui l'a accompagnée justement dans ce chemin de maternité. Et aujourd'hui c'est une maman formidable et elle n'aurait pas pu sans cela en fait. Ouais. Ceci dit, il y aurait peut-être un autre chemin qui se serait présenté à elle, mais je comprends ce que tu dis, ouais, tout à fait. Ouais. Et je pense aussi que c'est intéressant de dire que le but aussi, c'est pas de faire des plantes médecine parce que c'est la mode ou parce que machin, mais de vraiment le faire quand on te sent appelé. Donc j'imagine que toi aussi, tu l'as eu cet appel, parce que moi, je sais que quand j'ai pris l'ayahuasca, je l'ai eu cet appel. Enfin, tu vois, je voyais la plante en rêve, ça venait me parler, enfin, tu vois. Donc je pense aussi que c'est important de, comme tu dis, on n'arrête pas de le dire, mais c'est important de s'écouter, d'écouter son intuition. S'il y a un truc qui a l'air pas clope, n'y va pas. Mais comment il s'est passé pour toi cet appel ou comment tu l'as reçu? Et est-ce que tu as reçu un appel pour chaque plante différente que tu as fait ou est-ce que c'était un appel global? Alors, moi, comme je te disais, il y a 7 ans, c'était vraiment un appel intérieur, alors que je savais même pas ce que c'était. Au début, c'était vraiment l'histoire des champis, d'être appelé, mais sans vraiment, je le ressentais, en fait. C'était comme une forte intuition, alors que je ne savais même pas ce que c'était. Mais c'était comme si c'était une évidence qu'il fallait que j'essaye ça. Et en fait, donc il y avait cette espèce d'évidence en moi. Et ensuite, ça a été vraiment, tout s'est aligné. C'est-à-dire que sans que je recherche, alors que c'est pas si simple dans un cadre français de trouver des personnes compétentes, etc., etc. Tout s'est aligné. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai eu un accompagnant, une accompagnante pour la MDMA. 15 jours après, une personne qui me disait voyage au Gabon, Iboga. Enfin, vraiment, mais tout, absolument tout, c'est aligné tout seul sur mon chemin, comme si c'était tiens, vas-y, quoi, t'as vraiment plus qu'à y aller, prends ton courage et vas-y, quoi. Donc, moi, c'était vraiment une espèce d'alignement assez incroyable sur mon chemin. Mais oui, tu as raison, je pense que c'est hyper important de pas le faire si on le sent pas, ça c'est clair et net. Moi, je suis très contrariée par les gens qui n'arrêtent pas de dire c'est de la drogue, qui critiquent, etc. Et quand je leur dis vous avez déjà pris? Non. Ok, donc tais-toi. En fait, juste tu ne sais pas de quoi tu parles parce que c'est toujours les gens qui n'en ont jamais pris qui critiquent. Et ça m'agace profondément. Essaie et ensuite tu pourras me dire si c'est de la drogue ou pas. Mais tu verras, je pense que tu vas revenir sur ton point de vue parce qu'au début, c'était difficile pour moi ce regard, c'est de la drogue, elle prend de la drogue, etc. Et même moi, j'étais toujours en mode faut que je travaille en thérapie parce que si je travaille pas en thérapie, ça veut dire qu'en réalité je prends de la drogue. Et un jour mon conjoint il m'a dit il va falloir que tu te foutes la paix si tu veux faire des explorations de conscience, hein, parce que sinon tu vas voilà. Alors fondamentalement, je pense étant quand même psychopraticienne, ça travaille quand même toujours sur moi. Même quand je le veux pas, ça me gonfle. Des fois, je suis en mode, je ne veux que de la conscience, que de l'exploration, mais non, ça va me chercher toujours sur un truc ou deux à travailler. Donc ça, bon. Et puis des fois, ça vient me chercher sur moi en tant que pratique pour que je m'améliore en tant que praticienne ou que je m'améliore en tant que formatrice. Donc là, je me dis, non, mais c'est sans fin, en fait. Donc voilà. Donc ça, c'est le côté rigolo. Mais oui, c'est hyper important de ne pas critiquer si on ne connaît pas et ensuite de ne pas y aller si on ne se sent pas appelé. Ça, c'est évident. Et de toute façon, les gens qui y vont alors qu'ils ne le sentaient pas ou qui vraiment font ça pour des effets de mode ou parce qu'ils suivent quelqu'un et tout, la plupart du temps, soit ils passent un sale quart d'heure et ils sont rongés avec leur peur parce qu'ils n'étaient pas prêts, tout simplement, parce que je pense que c'est quand même des gros voyages et il faut être prêt à encaisser 1 an de psychothérapie en une session. Donc voilà, ça c'est, faut le dire. Et deuxièmement, ou alors ce qui se passe, le plus courant aussi, c'est qu'il se passe rien. Donc en fait, prix du voyage, plus de la médecine, plus de l'accompagnant pour rien. Donc c'est pour ça il doit y avoir effectivement une sorte de forte intuition ou d'alignement ou d'appel, en tout cas quelque chose qui fait qu'on se dit, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Moi, je crois que ça a été la facilité avec laquelle j'ai réussi à travailler qui m'a fait dire très vite, en fait, j'ai connecté, dès la 2e session avec l'Iboga, je connectais des images où je me voyais
maya ou en tout cas guérisseuse. J'étais en Gabon et je me voyais en vision en Amazonie, en fait. J'étais un homme avec la coupe au bol. Je me voyais que je me faisais tuer parce que j'étais guérisseur, justement. Enfin, voilà. Donc, j'ai vite compris très rapidement. J'avais beaucoup de sang, justement, beaucoup de sacrifices. Je voyais les sacrifices, etc., qui s'épuraient de mon âme, j'ai envie de dire, pendant cette session et tout. Très vite, j'ai compris que c'était pas la première fois, que je pense qu'on se connaissait et qu'on se connaissait depuis quelque temps, toutes ces médecines et moi. Et je crois que c'est ça qui m'a donné envie de continuer, qui m'a fait explorer ensuite qui continue d'ailleurs de me faire explorer toutes les différentes médecines qui puissent exister, parce qu'il y a une vraie passion, comme tu dis, chaque chose a sa signature, mais va t'aider à explorer des choses très différentes, quoi. Et ça, par exemple, moi, c'est vrai que la tête, d'ailleurs, j'appelle la tête, c'est le LSD, c'est un truc de fou. Comment ça te rentre dans des concepts. J'ai jamais eu autant d'informations. Moi qui voulais la structure de la réalité, j'avais des concepts de fractalité, d'archétypes matriciels, ça me rentrait dans des états de conscience élargie extrêmes avec des concepts très poussés. Euh, Formidable. Pour quelqu'un comme moi, le LSD, c'était génial. Mais à un moment, effectivement, c'est aussi beaucoup, beaucoup toujours dans la tête, en fait. Ouais, 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 ouais. Et puis je pense qu'on peut dire aussi que pour les gens justement qui osent pas se lancer ou qui peuvent en avoir peur, en fait, il y a aussi des moyens comment dire, de connecter déjà à la médecine des champignons. Moi, là, je viens de passer la semaine dernière, j'étais à un festival des champignons où on me proposait du reishi, on me proposait du cordyceps, enfin, alors j'ai le nom en anglais, cordyceps, mais enfin tout ça de champignons que tu peux prendre déjà pour gagner en clarté d'esprit, que tu peux déjà... Il y en a un qui est super pour accompagner les traitements sur le cancer et qui a des bons résultats. Donc en fait, il y a plein aussi de champignons qui sont légales. Tout à fait. Et moi je trouve qu'on peut déjà en fait expérimenter avec ça, avoir déjà un aperçu avec ça en fait de ce qui se passe. Bien sûr, bien sûr. Et puis, les états élargis de conscience, alors c'est clair, on va pas se mentir, pour moi, c'est quand même vu ma résistance, c'est plutôt vu mon niveau d'analyse en fait, fait que c'est quand même quelque chose qui m'aide le plus à décrocher de mon mental. Donc j'ai jamais connu d'autres médecines d'autres approches qui m'emmenaient aussi loin. Cependant, quelqu'un comme moi, c'est assez exceptionnel. En réalité, c'est 30% de la population seulement. Donc ça veut dire qu'il y a 50% qui sont normalement sensibles aux états élargis de conscience et 20% même qui sont ultra sensible aux états élargis de conscience. Mon conjoint va dans des états d'unité tout seul. Il fait de la bilocalisation, des sorties hors du corps. Il suffit qu'il médite et il se retrouve au Mont Fuji, quoi. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a une facilité à explorer la conscience d'une manière complètement incroyable. On est un peu aux deux opposés, quoi, comme d'habitude d'ailleurs. Mais bref, c'est un autre sujet. Mais voilà, donc du coup, il y a vraiment cette notion de facilité. Donc quand on sait que 70% de la population est normalement sensible, voire très sensible aux états élargis de conscience, bah déjà, il y a plein d'autres hypnoses. Une hypnose transpersonnelle peut aider à faire des grands voyages. La respiration holotropique aide à faire des grands voyages. Il va y avoir tout ce qui va être les tambours, les bols tibétains, les bols de cristaux. En gros, vraiment, il y a énormément d'autres approches qui peuvent déjà faire voyager assez facilement en réalité. Ouais, on est d'accord. Ok, bah écoute, je pense qu'on va gentiment arriver sur la fin, parce que je voudrais pas non plus que ce soit hyper long, cet épisode. On pourrait en parler des heures. C'est vrai. Ok, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu veux partager par rapport aux champignons, que ce soit une anecdote que tu aies vue ou quelque chose? Ou est-ce que, voilà, pour les gens qui se posent la question, est-ce que je devrais faire un voyage ou pas? Est-ce que tu aurais un conseil à donner? Bah, déjà, juste pour des questions de légalité, parce que je pense que ce soit en France ou en Angleterre, c'est pareil, c'est illégal. Donc, nous ne sommes pas en train de promouvoir le champignon. On partage juste de nos expériences personnelles sans en faire la promotion, d'autant qu'on l'a dit, si on ne se sent pas appelé ou si on est mal accompagné, ça pourrait être catastrophique. Donc, moi, je reviendrai toujours sur la sécurité de bons accompagnants pour être sûr de bien faire les choses. Ça me semble être essentiel. Je dirais juste que c'est quand même, c'est une approche, et j'en ai jamais vu d'autres qui proposait ça, qui va simultanément travailler aussi bien en thérapie qu'en exploration de conscience.
Et ça, quand même, je trouve ça assez magique, tout comme les champignons. Alors, en Angleterre, effectivement, c'est illégal aussi, mais j'ai vu des psys proposer ça dans le cadre de certaines recherches. Génial. On a eu nos premières études en France. Hein. On vient d'avoir enfin les premières études en France à Nîmes, psilocybine et alcool. Et à Paris, il me semble que du coup, c'est sur la dépression. Donc, on a 10 ans de retard, mais ça arrive. On croise les doigts. Ouais, ouais. Et puis heureusement, il y a des pays où c'est légal et on peut le faire. Tout à fait, absolument. Ok. Merci beaucoup, Séverine, pour Merci à toi. tout ton partage, ce que tu as partagé avec nous. Je vais mettre les liens dans les notes de cet épisode de choses qu'on a parlé. Je pense notamment à ta vidéo sur l'iboga et d'autres petites choses. Je mettrai ton site, comment les gens peuvent te contacter. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir participé avec moi à cet épisode où on parle de choses un peu tabous finalement et dont on parle très peu, mais qui, je pense qu'on est d'accord toutes les deux, devraient être beaucoup plus visibles et beaucoup plus communes, j'ai envie de dire. Mais c'est ça le scandale pour moi. C'est vraiment le fait que ça soit interdit. C'est comme si on nous interdisait d'explorer qui nous sommes vraiment, en fait. Et ça, pour moi, c'est le scandale, il réside là. Ouais. Je mettrai, tiens, d'ailleurs aussi probablement dans les liens, j'ai une pétition, en tout cas en Angleterre, on a une pétition qu'on peut signer pour essayer de faire passer ça de niveau 1 à niveau 2, enfin je sais plus, enfin bref, de changer de catégorie, ce qui permettrait déjà beaucoup de choses. Je sais pas s'il y a des pétitions en France sur ce... Alors, il y a en tout cas, il y a Decriminalize Nature qui vient d'ouvrir ses portes en France et qui est une association qui promeut ça, et ce serait intéressant effectivement pour les Français. Moi, je suis adhérente du coup à cette association qui va dans le sens justement d'autoriser l'exploration de la conscience par la médecine. Ok. Merci beaucoup. Avec joie. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans En toute vulnérabilité. J'espère que cet épisode t'a inspiré ou au moins fait passer un beau moment. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le montrer en laissant un commentaire ou quelques étoiles à paillettes. Cela aidera d'autres personnes à le trouver. Tes retours sont super importants pour moi car ils m'aident à grandir et à faire évoluer ce podcast pour qu'il soit encore plus parlant. Tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans cet épisode en description. Et si tu veux continuer cette discussion ou simplement partager tes réflexions, rejoins-moi sur Instagram en cherchant Nina Cagnac ou Pegasus Gates. Le lien est dans les notes de l'épisode. J'ai hâte de te rencontrer et d'échanger avec toi. Encore merci pour ton temps et ta précieuse écoute. Prends soin de toi et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans En toute vulnérabilité.